Alors, j'aimerais vous inviter à réagir et ensuite, je vais vous inviter à poser toutes les questions. Et pour les gens à l'extérieur, dans le réseau Q, je vais devoir reformuler vos questions pour que tout le monde puisse vous entendre. Alors, je vous laisse. Je trouve ça très intéressant. Il y a un côté très rassurant aussi à la présentation. Dans le sens que oui, il y a certaines choses que l'on fait moins ou différemment, mais ça fait partie d'un processus, hein. Il y a une normalisation. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait, si vous voulez continuer à être le plus fonctionnel possible, faites des nouvelles choses. Hein. Donc, il y a un côté aventure, hein, développer, apprenez le piano. Moi j'ai l'intention d'apprendre le piano à la retraite, etc. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de dire si on est... que c'est vrai, on vieillit et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent faire peur, il y a certaines pertes, mais c'est une question d'ajustement. Et donc, on peut mettre des choses en place finalement. Et aussi, la chose qui me venait en tête en vous écoutant, c'est que ce que l'on dit aussi, c'est que oui, les personnes âgées sont plus lentes, mais en même temps, les personnes âgées font des liens. Hein. Là, on parle de la sagesse, hein, dont parlait Erickson, hein, les étapes. Hein. Et la sagesse, c'est d'avoir toute une expérience de vie, d'être passé à travers toutes sortes d'épreuves, de circonstances, et là, d'être capable de faire des liens que peut-être les plus jeunes sont moins capables de faire. Donc, peut-être qu'on pense, on réagit différemment, on s'adapte différemment, mais ça ne veut pas dire que ça manque de profondeur ou d'intérêt. C'est exactement le contraire. Oui, en fait, dans les études où on compare les jeunes et les personnes plus âgées, les personnes plus âgées ont plus de facilité à faire des résumés, à trouver des titres qui représentent vraiment l'ensemble de l'information. Donc là, j'ai parlé seulement de la mémoire, mais dans un ensemble d'autres fonctions, les personnes âgées sont meilleures. On a toujours l'impression qu'elles sont moins bonnes, mais c'est pas vrai. Au contraire, c'est sûr que si vous voulez courir le 100 mètres en 10 secondes, je veux dire, c'est un autre problème. Mais est-ce que c'est un objectif? Je veux dire, je pense que c'est... L'idée, c'est de remettre les choses, les pendules à l'heure sur les objectifs par rapport à la vie en général et puis aller de l'avant dans les... C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est un petit peu les étalons sur lesquels on se base. Donc, si, par exemple, justement, pour l'ostéoporose, ils disent l'étalon de base, c'est une femme de 30 ans. C'est sûr qu'on a 50 ou 60, on est perdant. Mais c'est quoi? C'est normal qu'on perde de la masse musculaire, etc. Alors, c'est vraiment les normes, les critères de normalité qu'il va falloir peut-être reconsidérer. Je suis absolument d'accord avec vous. Et je pensais à votre présentation parce que moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui prennent des médicaments avec des seuils subthérapeutiques, qui prennent des médicaments, des benzos, et puis ils en prennent tellement peu que de toute façon, ça n'a aucun effet, étant donné que ça fait l'effet, ça fait justement, ça fait 10 puis 15 ans qu'ils prennent 1 milligramme ou 0,5 milligramme. Ça n'a aucun effet, ça coûte une fortune. Je veux dire, à la société, ça coûte une fortune, les médicaments. Et puis, il y a une étude qui a été faite par, je vais prêcher pour ma paroisse, parce que je suis psychologue, qui a été faite par, je crois, je ne sais pas si ça a été fait par l'Ordre, mais en tout cas, notre nouvelle présidente en a parlé. Si on investissait dans les services psychologiques de psychologues, de psychothérapeutes, psychologues, si on investissait l'argent qu'on investit pour le traitement de l'anxiété puis de la dépression avec des benzos, des antidépresseurs, ça coûterait beaucoup moins cher, puis ça serait bien plus efficace parce que quand la personne a appris à gérer son anxiété, là, c'était une situation X, j'ai pris des pilules, mais là, j'ai rien appris dans tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est gérer cette situation-là qui était ponctuelle. Si je peux apprendre à gérer mon anxiété, bien, dans la prochaine fois, je vais avoir ces ressources-là. Parce que je vais avoir appris à développer ma capacité personnelle à faire face à ces situations-là. Et ça serait beaucoup moins cher en termes d'argent. Parce que dans notre société, il faut parler d'argent. On entend juste ça. Donc, il faut leur montrer que ça va être moins cher d'engager des psychologues. Vous voulez voir un psychologue, ça va vous prendre 6 mois, 1 an, puis encore. Je parle dans le réseau des CLSC, c'est impossible.
Tout à fait. Et puis, je pense qu'on est aussi dans des perspectives, des paradigmes. Si on est dans un paradigme humaniste, existentiel, la personne est toujours en croissance, en développement. Donc, le vieillissement, on développe, on est dans autre chose, on se développe. Mais si on est dans un modèle plus médical, on est dans une déficience. On est dans la maladie, on est bon, alors on perd un peu de mémoire, etc. Alors, c'est vraiment une façon de voir les choses. On pourra en parler des heures. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, tout à fait. Vous me rassurez, mesdames, vous me rassurez. Oui. J'avoue que j'appréhende un peu le vieillissement dans cette perspective-là médicale qui me réjouit pas du tout. Bien, moi, je ne l'appréhende pas. Puis j'en vois plein de gens qui puis ils viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes. Imaginez, puis même à ça, je ne l'appréhende pas. Bravo. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de gains aussi. Il y a des gains, il y a mais il faut pas se laisser aller. Il ne faut pas regarder que les mauvais côtés, parce qu'ils existent. Mais je pense qu'il faut regarder aussi les bons côtés. J'invite l'assistance et les gens qui sont en réseau. Est-ce que vous avez des questions à adresser à l'une ou l'autre? Mais je pense que vous ne leur donnez pas beaucoup de chance, parce qu'il faudrait absolument qu'il y ait un appareil. Je veux dire, votre ado, il va avoir de la difficulté à une semaine. Il va avoir de la difficulté aussi. C'est des choses comme ça, il faut apprendre à les faire. Il faut on dirait la mémoire du corps, là, mais c'est le cerveau qui gère ça. Mais c'est des procédures, hein. Puis la procédure, pour être capable de la faire, faut la faire souvent. C'est comme aller à bicyclette. Si vous donnez une bicyclette à un enfant une fois par mois, il ne va jamais l'apprendre. Pourquoi est-ce qu'il l'apprend? Parce qu'il va, puis les enfants, ils peuvent passer 10 heures. On en a acheté 6, on a donné ces 6-là. Et puis, les gens... Sur les iPads, parce que pour des raisons de motricité, le iPad est plus facile. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y en a une qui a vraiment... Donc, ça dépend de la condition. Ça dépend des personnes. Je vous en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps. Tout le monde fait des statistiques ici. Alors, tout le monde a la notion de moyenne et d'écart type, hein, l'écart type étant la dispersion. À 20 ans, admettons, je vais dire un test X, la moyenne est 10, l'écart type est 1, on va dire. Bien, à 70 ans, la même moyenne serait peut-être de 8, mais l'écart type serait de 6. Parce que le monde ne vieillit pas de la même façon. Et il y a des gens, et quand on regarde ceux qui vieillissent bien, ils ont des performances en mémoire, apprentissage de mots, comme des jeunes. Mais la moyenne est plus basse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés. Donc, je pense qu'il y a une sélection au départ de peut-être de gens qui ont une sous-population de gens qui ont plus de difficultés à établir ces loupes motrices, ces loupes cognitives. Oui, c'est ça. Je vais venir vous consulter pour les plus vieux, mais je ne considère pas la personne qui a travaillé toute sa vie ou la fin de sa vie avec un ordinateur. OK. Ah non, c'est ça. Je travaille avec des populations socialement exclues. Ah, mon Dieu, oui, c'est ça. Ben, donc, ils n'ont pas d'expérience non plus au départ. Faudrait... Est-ce que la stratégie à laquelle vous faisiez allusion pourrait être une piste? Parce que s'il est né à travailler, il a déjà des stratégies établies. Bien, c'est sûr. C'est sûr. Il faudrait venir me voir. Je pense qu'on est en train d'établir une petite collaboration ici, fort utile. Mais je pense que je voudrais que vous reteniez, en fait, que le vieillissement, c'est pas uniforme non plus, et qu'il y a des gens qui vieillissent mieux, je dirais, qu'en fait, et puis on parlait de réserve cognitive, hein? Oui, c'est ça. La réserve n'est pas la même. C'est ça, ça m'a... Pardon. Madame, je m'excuse, Magdala. On sent l'enthousiasme. L'aspect socio-économique, je pense que c'est un aspect très large. Ça va avec tous les déterminants de la santé, avec la prise en charge des facteurs de risque, avec ça, on pourrait en parler longtemps parce que c'est toujours les mêmes problèmes qu'on voit. Est-ce qu'il y a des études sur la mémoire spécifiquement? Je ne sais pas. Je ne connais pas cet aspect-là. Mais je peux très bien imaginer puis poser des hypothèses. Parce qu'à cause des conditions de vie qui sont plus difficiles, effectivement, je pense que sur le plan cognitif, on aurait des chances d'avoir une moins bonne réserve cognitive et cérébrale, probablement par une alimentation qui serait moins appropriée.
et des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, etc., qui vont jouer sur la vascularisation cérébrale, qui, elle, joue sur la capacité cognitive. Donc, inévitablement, ça pourrait jouer un peu. La retraite, ça dépend ce qu'on fait après. En fait, ça dépend ce qu'on fait avec notre retraite. Il y a des gens qui... moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai de plus en plus d'amis qui prennent leur retraite. Et c'est des gens qui ont toujours été extrêmement actifs toute leur vie, puis ils sont demeurés très actifs. En fait, ils sont encore plus occupés que lorsqu'ils travaillaient, parce qu'ils sont impliqués dans plein de choses. Ils apprennent le piano, ils ont des cours de ci, ils n'arrêtent pas. Et donc, je pense que dans ce cas-là, ça va bien avec une bonne réserve, puis les nouvelles. Hein. Le cerveau se régénère, hein, je veux dire, les synapses, les neurones se régénèrent dans certaines structures, mais dans le reste du cerveau, il y a quand même toujours des nouvelles synapses qui se forment. Puis les nouvelles synapses qui se forment, bien, c'est en apprenant des nouvelles choses. Alors, donc, Mais il y a des études dont je vous parlais un peu avant la présentation par Stéphane Adam, qui travaille en Belgique, qui est professeur à Liège, et qui a démontré des diminutions du QI de 10 points chez des personnes retraitées qui prenaient leur retraite, mais sans rien, là, sans projet, sans rien. Parce qu'ils arrêtaient de... Et puis, il n'y avait que des souvenirs, des activités passives. Tu sais, écouter la télé quand elle est ouverte, mais on ne sait même pas. Donc ça, il y avait vraiment une perte cognitive post-retraite en dedans de 6 mois. Si je peux me permettre, par rapport à la retraite, il se passe un phénomène extrêmement intéressant, c'est que beaucoup d'études sont basées sur la retraite. Nos parents, nos grands-parents, où justement on a arrêté, et bang. Alors là, il n'y avait plus cette stimulation cognitive, etc. Alors que les boomers, et puis plus récemment, les gens n'arrêtent pas. Alors c'est le retraité actif qui peut faire du bénévolat ou qui peut travailler à mi-temps, et je pense que les neurones sont très stimulés pour beaucoup de... Alors la retraite, le concept de retraite est en train de changer. De changer complètement. Est-ce qu'on peut penser que le quotient intellectuel va augmenter? En tout cas, il y en a une partie qui est sémantique. Oui. Alors, le vocabulaire, ça devrait augmenter. Donc, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on veut adresser à nos conférencières? Peut-être que j'en aurais une dernière. Quels sont les meilleurs exercices pour les personnes âgées pour favoriser justement l'encodage d'informations, pour garder cette espèce de... Pas que ça fasse ça, mais que au moins que ça reste le plus longtemps possible? D'abord, que ça soit agréable. Oui. Non, mais c'est vrai. Et puis aussi, en fait, ce qu'on dit, c'est que tous les petits jeux, ça ne sert pas à grand-chose. C'est les brain stimulation et tous les jeux là, que les gens achètent. Ça sert plus ou moins à quelque chose parce que, en fait, l'important, c'est de faire des liens, c'est d'enrichir les traces. C'est pas de répéter un truc, admettons, attentionnel 1000 fois. Okay. Ça sert pas autant. Mais si ça vous amuse, tant mieux. C'est ce qu'on dit toujours aux personnes âgées quand on donne des conférences à des grands groupes, c'est faites des choses qui vous amusent, qui vous sortent de votre zone de confort. Parce que répéter toujours la même chose, ça ne sort pas de la zone de confort. Mais quand vous faites des liens, par exemple? Bien, par exemple, si je lis un article, vous lisez un article dans l'actualité, à chaque paragraphe, je m'arrête. Puis j'essaie de me rappeler ce que j'ai lu. J'essaie de voir jusqu'à quel point ça a remis en question ce que je savais avant, etc. C'est vraiment quand on dit faire des liens, c'est aussi faire des images, c'est aussi de relier ce qu'on fait à d'autres choses. C'est aussi d'en discuter avec son conjoint. Hein, c'est d'arrêter d'être passif par rapport aux choses qui arrivent, puis de rester actif par rapport aux informations. Donc, je dis toujours à mes clients de dire, parlez des nouvelles. Quand c'est fini, là, vous fermez la télé, parlez-en de ce qui vient se passer avec votre conjoint. Pas juste, tu sais, comme rester passif. Puis aller jouer dehors, aller marcher, aller, tu sais, s'amuser, aller... C'est de rester actif. Une chose aussi que les études montrent, le vieillissement normal, le bien vieillir. Et un des grands facteurs, ce sont des personnes qui ont des projets de vie. Ouais.
Donc, que même à 80 ans, 90 ans, peu importe, on a des projets de vie, on se projette dans l'avenir avec des choses qu'on a avec du plaisir, peu importe. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est évident, quelqu'un qui est Alzheimer, c'est peut-être différent, mais dans le vieillissement normal, et la majorité des personnes vieillissent de toute façon tout à fait correcte, normale, c'est d'avoir des projets, se projeter, aussi être en lien avec des gens, avec les autres, mais des projets d'avenir. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, la perspective humaniste qu'on est tous en devenir, en croissance, jusqu'à sur notre lit de mort. Je pense que c'est l'attitude à avoir. Je pense que c'est l'attitude qu'on a eue toute notre vie aussi. C'est ça. Alors, je remercie beaucoup les conférencières. Je sais qu'il y avait une question. Alors, si vous voulez prendre quelques minutes puis à vous adresser, on doit mettre un terme à la captation. Mais je vous remercie beaucoup. Ça a été fort intéressant. Et depuis quelques années, j'étais toujours frustrée de savoir que j'étais dans la catégorie qui s'en allait vers le vieillissement. Mais ça me rassure. Alors, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci.